Donc, je suis Olivier Nolot de l'Adréal Bretagne. Là, j'interviens surtout avec la casquette de ex-responsable de l'équipe hydrométrie et hydrologie de l'Adréal. Et je vais essayer de vous présenter ce qu'on a de disponible comme données de débit sur la région et ce qu'on peut en tirer comme enseignement et ce qu'on peut en faire. Alors, je vais commencer par parler de la banque hydro, dont vous connaissez tous l'existence. En fait, c'est une banque, c'est même la banque nationale qui recueille les données de débit produites par essentiellement les acteurs institutionnels, donc principalement les DREAL, qui sont les plus gros pourvoyeurs de données au travers de leur réseau d'hydrométrie, mais également d'autres producteurs de données, en particulier EDF, qui a un réseau relativement important pour le suivi notamment de ses installations hydroélectriques. C'est vrai aussi pour d'autres grosses structures comme la Compagnie nationale du Rhône qui gère le bassin du Rhône et qui fait aussi de l'électricité, etc. etc. Donc, ce sont essentiellement des institutionnels. C'est une banque qui est gérée par le ministère en charge de l'environnement, et en particulier par le service central d'hydrométrie, je ne sais plus ce que veut dire l'acronyme, le CHAPI, donc qui est la structure du ministère de l'Environnement qui est en charge de l'hydrométrie et de la prévision de flux. C'est une base de données qui, depuis un certain temps, est ouverte, donc accessible librement et gratuitement à tout un chacun, sachant, une petite limite, c'est que pour consulter, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait libre. Si on veut télécharger des données, il faut avoir un compte en fait auprès de la banque pour avoir les droits de téléchargement. C'est un outil qui est accessible, qui est assez ancien, qui est accessible à travers différents clients, comme on appelle ça, qui interrogent le serveur Hydro. Celui que vous connaissez en règle générale, c'est un serveur Internet. Il y a d'autres outils qui permettent des fonctionnalités un petit peu plus étendues. Par ailleurs, comme je viens de le dire, c'est un outil qui est assez ancien, hein, ça remonte disons, la moitié des années 90, et il y a une phase d'adaptation au progrès technique qui est en cours, et la nouvelle version est en principe annoncée là, pour la fin de l'année 2021, et vraisemblablement, ça va modifier pas mal la façon d'accéder aux données. Par contre, ça ne change pas les principes d'ouverture et de liberté d'accès. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Eh bien, tout d'abord, on va avoir tout ce qui concerne les métadonnées des stations de mesure de débit, où est-ce qu'elles se trouvent, quelle surface de bassin versant elles contrôlent, depuis quand il y a des données. Il va y avoir des informations aussi sur la qualification des données. Est-ce qu'il s'agit de données influencées un peu, beaucoup, énormément? Donc, tout ce qui permet un petit peu de cadrer les jeux de données qu'on peut récupérer à travers la banque. On va pouvoir accéder aux jeux de données brutes, c'est-à-dire tous les mesures individuelles de débit que renferme la banque. Après vérification, le petit commentaire sur le fait qu'il y a uniquement des valeurs journalières accessibles sur Internet, je crois que c'est faux finalement. Mais passons. Et donc, données brutes, mais aussi, comme l'outil date d'une période où il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs et où ce n'était pas forcément très facile de faire des calculs sur des grosses masses de données, la banque intègre également un module qui
permet une exploitation un peu automatique des données en permettant d'extraire automatiquement un certain nombre de valeurs, des mini, des maxi, des moyennes, de les agréger de différentes façons. Et l'outil propose également réalise en même temps un certain nombre de statistiques sur les données traitées. Alors, si le changement d'écran se passe bien, on va aller regarder ce que ça peut donner sur un exemple sur une station qui se trouve sur Clément. C'est une station qui, entre autres choses, fait partie du réseau de points nodaux d'usage. Donc, via la banque, on peut accéder à un certain nombre de procédures différentes. Est-ce qu'on voit le déplacement de la petite flèche là, sur l'écran? Oui, très bien. D'accord. Donc, le listing des procédures accessibles vous apparaît ici. On ne va pas tout passer en vue. Là, je vous propose de regarder une fiche qui s'appelle synthèse et qui propose en fait un résumé de toutes les autres. C'est quelque chose qui permet d'établir un résumé des caractéristiques du cours d'eau qui permettent d'avoir en quelque sorte sa signature hydrologique. Donc, on va avoir des choses très agrégées. L'outil calcule automatiquement des moyennes mensuelles, des moyennes annuelles. Donc, la moyenne interannuelle, c'est ce qu'on appelle le module dans le jargon, comme ce mot va sans doute être prononcé plusieurs fois dans l'après-midi, je le reprécise. Exprimer le cas échéant avec différents types d'unités selon les préoccupations qu'on a. Quand on s'intéresse à la ressource elle-même, on va avoir besoin plutôt de données en mètres cubes par seconde. Quand on veut s'amuser à comparer différents bassins versants entre eux, on va avoir besoin plutôt de débits spécifiques, c'est-à-dire la même chose mais rapportée à une unité de surface qui permet de faire des comparaisons immédiates d'un endroit à un autre, ou bien exprimé en lame d'eau, ce qui permet notamment de faire des ratios quand on veut comparer les quantités d'eau qui s'écoulent aux quantités d'eau de pluie reçues par le bassin versant. Je passe rapidement sur tous les petits commentaires qui apparaissent ici, qui sont en fait un certain nombre de précautions d'emploi des données. Je vous le dis tout de suite, généralement, ce n'est pas très très bien renseigné, hormis les choses qui se font automatiquement. N'y prêtez pas beaucoup plus d'attention que ça. Alors ensuite, on va voir des détails. Donc là, l'illustration graphique du tableau qu'on vient de voir, la répartition, la ventilation dans l'année des débits. Et puis on va voir un certain nombre d'informations sur des indicateurs de base eau. Par défaut, on vous propose, vous n'hésitez pas à me couper si je jargonne de trop, on vous propose des VCN quelque chose, ce sont des plus petits débits moyens consécutifs sur une période de N jours, le N étant celui qu'on retrouve ici dans ce qui est présenté. Les valeurs qu'on utilise assez usuellement, ce sont le VCN3, donc les 3 jours consécutifs les plus secs, ou VCN10 ou VCN30. On va trouver aussi en standard des estimations
QMNA, c'est-à-dire du débit du mois de calendrier le plus sec, sachant que ici, il s'agit bien de la résumer, on va aller voir sur une fiche un peu plus détaillée ce qu'on peut trouver. On va trouver également des indications pareilles de synthèse sur les crus, je passe très vite, et puis également une information qui est assez intéressante, moi je trouve, qui concerne ce qu'on appelle les débits classés, qui consiste à établir sur la chronique qu'on connaît, donc ici 53 ans de données, soit 19 516 jours, comment se ventilent les débits dans le temps. Ça se lit de la façon suivante. 50% des débits se situent en dessous de la valeur représentée ici, 2 mètres cubes 64. 50% des débits se situent au-dessus de cette valeur. 20% des débits se situent en dessous de 927 bits par seconde, et donc par défaut, 80% des débits se situent au-delà de cette valeur. C'est une assez bonne indication finalement, là aussi, du comportement du cours d'eau, sa signature hydrologique. Donc ça, c'était le résumé. Si on regarde plus en détail ce qui est donné paramètre par paramètre, ici, j'ai choisi le paramètre VCN3, donc les débits des 3 jours les plus secs dans l'année. La fiche, la procédure que vous propose la Banque Hydro contient d'une part un historique, une chronique de ce qu'on a pu observer année par année. Donc en 69, la plus petite valeur sur 3 jours qu'on a observée, elle valait 166 par seconde. On l'a obtenu entre le 10 et le 12 octobre, etc. etc. C'est très ennuyeux, j'ai la liste des participants au-dessus de l'ascenseur, je ne vois pas grand-chose. Voilà. Alors, l'ensemble de ces données, à partir du moment où on en dispose d'une quantité suffisante, est organisé automatiquement par la Banque Hydro, qui en propose une visualisation sur un papier, sur un graphique de probabilité. Donc là, l'ensemble des 53 observations apparaissent avec les petits points jaune-rouge. L'outil de calcul statistique propose un ajustement à une loi statistique. Ici, c'est une loi log normale, ce qui est assez usuel pour traiter les données de décalage. Et à partir de cet ajustement à une loi statistique, on propose une exploitation en termes de fréquence, durée de retour. On calcule automatiquement la valeur médiane, la valeur quinquennale sèche, décennale sèche, et ainsi de suite, le nombre de catégories étant dépendant de la longueur de la chronique. Vous avez 20 ans de données, il ne vous calculera pas une cinquantaine. On notera au passage que tous ces résultats sont assortis d'une fourchette d'incertitude parce qu'elles résultent d'un ajustement et que quand on dit le VCN3 quinquennal du Pouénon à Romazy, c'est 259 litres par seconde, c'est un peu un abus de langage. La vraie façon d'exprimer les choses, c'est de considérer qu'il a de très grandes chances de se trouver dans l'intervalle entre 204 et 316 litres par seconde. Donc, c'est une fourchette qui a des bornes relativement larges. J'insiste là-dessus parce que
y compris dans les jeux de données mesurées, les valeurs qu'on en sort, ce n'est pas des choses, comment dirais-je, au lit de seconde près et il n'y a pas à tortiller, c'est toujours une estimation et même si on ne retient pas dans l'usage courant cette fourchette d'incertitude, il faut savoir que c'est fait comme ça. Et en particulier, si on en revient à la fiche, enfin au QMNA sur le prénom, la banque nous donne un QMNA de 410 bits par seconde, mais en fait, c'est quelque part entre 340 et 470 bits par seconde. Ces incertitudes, on ne les retrouve pas, par exemple, dans le slage, où DOE calé sur le QMNA quinquennal de cette station-là du prénom, on nous dit c'est 380 bits par seconde, point, sans plus de précision. 380 et pourquoi pas 410 comme vous voyez sur la fiche, c'est parce que ce n'est pas calculé sur la même période. Et déjà, rien que cette appréciation de la période sur laquelle on fait le calcul amène à des estimations un peu diverses. Donc, le message que je voudrais faire passer, c'est que ces chiffres-là, ils ne sont pas gravés dans le marbre. Ils ont en fait une validité. Il faut les prendre comme des ordres de grandeur plutôt que comme des valeurs sûres, certaines et intangibles. Donc, si je reviens à mon diaporama, donc voilà, les fonctionnalités de la banque là, étant présentées, qu'est-ce qu'on a en Bretagne qui est renseigné dans la banque? Vous avez là un petit graphique qui présente l'évolution du réseau au fil du temps. Donc actuellement, on a 130, si vous voulez les chiffres, un peu plus de 130 stations de mesure en service. Ce qui est une densité relativement forte. On est plutôt mieux loti que les autres régions. À mon avis, ça s'attribue au fait que, d'une part, on a un réseau hydrographique qui est très, très éclaté, en plein de petits bassins indépendants les uns des autres, et que, au cours du temps, on a souhaité équiper parce que les voisins ne nous renseignaient pas forcément très, très bien sur le comportement hydrologique d'un cours d'eau donné. Et je pense que ça tient aussi au fait que, par rapport à d'autres régions, l'importance des eaux superficielles dans l'alimentation en eau potable a fait qu'on a porté un intérêt plus important aux eaux de surface qu'aux eaux qu'ailleurs. Et qu'aux eaux souterraines aussi d'ailleurs, parce que le corollaire, c'est qu'on a un suivi des eaux souterraines qui est beaucoup plus récent et beaucoup moins étoffé que dans d'autres régions. Les stations qui figurent dans la banque hydro, elles ne sont pas implantées au hasard. Elles ont toujours été installées parce qu'elles répondaient aux besoins d'une période. Les plus anciennes, sur l'Élé, sur le Scorff, sur la Pinzée, ont été installées dans les années 20 et 30 parce qu'à l'époque, c'était le développement de l'énergie hydroélectrique et qu'il y avait des arrière-pensées d'installer des turbines sur ces bassins-là. Plus tard, dans les années 50, on s'est intéressé à mettre des stations sur les principaux cours d'eau, sur les Lornes, sur l'Aune, sur le Day, sur le Trieux, sur la Vilaine, sur l'Oust. Et en fait, l'équipement principal de la région, il s'est fait dans la fin des années 60, avec une problématique. Alors, ça correspondait à la période de création des agences de l'eau. On s'est assez vite dit,
si on parle de politique de l'eau, ça serait pas mal d'avoir une idée des ressources disponibles. Donc, il y a besoin d'instrumenter. Et puis aussi, à l'époque, il y avait la préoccupation de développement économique et satisfaire les besoins en eau potable, eau pour les activités économiques, etc. Donc, on avait besoin d'avoir un peu une idée où on mettait les pieds en termes de disponibilité de la ressource. C'est la première grosse phase d'équipement qu'on voit ici, qui s'est accompagnée du démontage de Orange d'un certain nombre d'installations de mesure qu'on ne trouvait plus adaptées à faire des mesures en débit, parce que précédemment, on exploitait ces stations principalement sous forme de chronique de cote. Et là, on a voulu avoir des données de débit, vraiment pour bien mesurer la ressource. Et ce qui s'y prêtait pas a été supprimé et ou remplacé. Deuxième vague d'équipement un peu importante, là aussi déterminée par des besoins particuliers. La fin des années 70 et les années 80, c'est l'époque où on a construit les grosses retenues pour sécuriser l'alimentation en eau potable. Et du coup, on a souhaité mettre en place des instruments de mesure pour comprendre comment ça marchait, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui en sort, et monitorer en quelque sorte ces infrastructures. Autre phase d'équipement un peu importante au tournant des années 80 et 90, qui correspond essentiellement à l'équipement du réseau des Côtes d'Armor, qui était plutôt beaucoup moins bien instrumenté que le reste de la région. Et il y a eu un effort de fait à cette époque-là pour étendre le dispositif existant ailleurs au département des Côtes d'Armor. Ça veut dire en corollaire que pratiquement tout le réseau costarmoricain est nettement plus récent que le reste. Une autre phase d'équipement ici, je n'ai pas réussi à retrouver la motivation. Et puis enfin, une dernière phase qui correspond à la convergence des réseaux historiques en fait, de l'Adréal avec les réseaux de prévision de crue, où en quelque sorte on a adopté des stations de mesure de la prévision de crue et on s'est mis à les exploiter en débit, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc tout ça fait un réseau qui est relativement ancien. L'âge moyen des stations de mesure est de 37 ans. Ça fait depuis 1984, avec quand même une densité relativement importante de stations qui disposent de plus d'une cinquantaine d'années de mesure. On a des chroniques globalement assez complètes, il n'y a pas beaucoup de trous. Donc la continuité est plutôt satisfaisante. Et le dernier point est une appréciation personnelle, mais pour avoir vu les réseaux dans d'autres régions, je trouve que c'est un réseau qui est globalement d'assez bonne qualité. On n'a pas trop de blagues, c'est assez cohérent et du coup, ça fournit notamment des statistiques assez robustes sur les données. Alors, au point de vue implémentation, qu'est-ce que ça donne? Le réseau qui est actuellement en service est figuré en rouge et le réseau qui a fonctionné à une époque et qui est arrêté aujourd'hui figure en bleu. Alors, quels commentaires on peut faire là-dessus? Tout n'est pas forcément intéressant. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu une grosse phase d'équipement où on a équipé autour des retenues d'eau potable. Donc, on a d'assez nombreux doublets de stations de mesure entre l'amont et l'aval
des retenues, et l'aval n'a pas énormément d'intérêt hydrologique. À titre d'exemple, si le lien veut bien marcher, voilà, ici nous sommes sur le Guic à Guerlesquin, en aval de la retenue qui alimente Guerlesquin et ses environs en eau potable. Et Olivier? oui, Oui, alors moi personnellement, je ne vois pas la page internet. Je ne sais pas si c'est pareil chez. ah pardon. Oui, effectivement, il y a une Je pensais difficulté que tu as d'affichage. partagé le PDF de ta présentation Euh, uniquement. je pense qu'il faudrait que je partage un autre Voilà, en quelque relance un sorte. partage juste sur la page internet. Je pense que ça devrait fonctionner comme ça. Bon, donc on va faire plus simple. Je passe. En gros, ce que je voulais vous montrer, c'est des mesures de débit qui présentent un encéphalogramme plat depuis le mois de juin jusqu'au mois d'octobre, qui correspond simplement au débit réservé que relâche la prise d'eau. C'est quelque chose qui va être totalement inutilisable pour vos préoccupations dans le cadre des études de HMUC. Donc, il y a sur les 130 et quelques stations du réseau, il y en a une bonne douzaine, soit à peu près 10%, qui présentent ces caractéristiques-là. Donc, encéphalogramme plat ou signaux carrés, donc on ne peut rien en faire. C'est une des premières limites de ce réseau. Si je reviens sur la carte, je disais que la Bretagne avait une densité de stations de mesure qui est plutôt importante par rapport au reste de la France. Après, beaucoup parmi vous vont trouver que c'est encore pas assez et que la couverture de leur territoire est insuffisante. Certes, mais c'est ainsi et il y a peu de perspectives d'évolution. De façon générale, le réseau est à peu près stabilisé et l'heure n'est pas au développement de ce type de réseau. Donc, il n'y a pas beaucoup de perspectives de développement du réseau qui cadrerait plus avec vos besoins. Donc, il faut faire avec ce qu'il y a, en quelque sorte. D'accord, c'est moyennement enthousiasmant, mais c'est ainsi. Alors, en particulier, la façon dont on a implanté les stations, je reviens à la carte, fait que on a cherché plutôt à avoir des stations de mesure qui nous donnaient une vision un peu intégratrice du fonctionnement du cours d'eau. Donc, dans la plupart des cas, on a essayé de se positionner plutôt sur l'aval des bassins. Donc, on a une très mauvaise couverture des têtes de réseau, sauf cas particuliers, et qui correspondent dans la plupart des cas au cas où on a voulu installer des appareillages pour suivre des retenues d'eau potable et qu'il se trouvait que les retenues d'eau potable étaient très en amont sur les bassins. On va avoir des choses comme ça, par exemple, sur la Monte des Ornes, sur la rivière de Pont-l'Abbé, sur le Guic, j'en oublie certainement. Mais en tous les cas, les petits bassins versants et les têtes de bassin, il n'y a pas grand-chose. Et ça va être un peu pénalisant dans l'exercice des études de HU parce que et tout le monde va avoir envie de regarder ce qui se passe aussi sur les têtes de BV. Là aussi, limite des données existantes, l'état actuel des choses, il n'y a pas grand-chose à y faire. On a aussi essayé de couvrir le mieux possible l'ensemble du territoire régional. Malgré tout, il y a des secteurs où on est
plutôt pas bon. De façon générale, c'est vrai sur tout le littoral. On est pratiquement. C'est spécialement pénalisant, je dirais, sur tout le secteur Côte d'Émeraude et sur le littoral morbihanais d'autre part. Là, on est vraiment très, très mal loti et on sait, on n'a pas grand-chose de très carré sur quoi s'appuyer pour estimer les débits. Je suis désolé, il y a le téléphone qui sonne chez moi en même temps. D'autre part, les stations de mesure, elles sont installées là où on pouvait. Et tout n'est pas homogène. Il y a des secteurs où on mesure des débits à peu près naturels, où il n'y a pas de, prélèvement trop important. Et par contre, il y en a d'autres qui sont à l'aval de prélèvements assez considérables. Je pense par exemple à la station sur l'aval de l'Elorme, qui est en aval de la prise d'eau de Pont-Arblette qui alimente Brest. Donc ça fait un certain nombre de mètres cubes qui disparaissent parce qu'ils passent dans les tuyaux et pas dans la rivière. Donc tout n'est pas homogène en termes de naturalité, si je peux dire, des débits mesurés. Et puis enfin, autre défaut qu'on peut trouver à ce réseau de mesure, c'est que comme ils n'ont pas toutes la même chronique, il y a des choses que certaines stations ont vues et d'autres pas. Et en particulier dans la période qui est à peu près bien couverte par des données de débit, il y a des stations qui ont enregistré ou bien qui ont loupé les épisodes un petit peu particuliers de sécheresse qu'on a enregistrés au début des années 70, 76 compris, et à la fin des années 80. On a une série 89, 90, 91 d'années sèches successives, et ça change pas mal l'exploitation des données qu'on peut en faire. J'ai une diapo un peu plus loin pour repréciser ça. Et de façon générale, le réseau ayant, disons dans le meilleur des cas, 50 ou 60 ans, tous les épisodes antérieurs, et notamment les épisodes secs, eh bien, ils ne sont pas documentés. La plus grosse sécheresse du XXe siècle, ce qui est illustré par la photo en dessous, là, vraisemblablement les sécheresses de 1921, eh ben, nulle part on ne connaît ça. Et il y a d'autres épisodes importants qu'on loupe aussi, en particulier toutes les années 40 ont été sèches. On n'a pas de mémoire de ça. Alors, ce qu'on peut en retenir, je vais aller assez vite là-dessus, mais la réanalyse des données qu'on a donne lieu à on peut en tirer quelques enseignements que je vais essayer de vous présenter assez vite. Bretagne, terre de contraste. Tout le territoire régional, du point de vue hydrologique, est marqué par des gradients très très importants. Très importants déjà sur la pluviométrie. Il pleut à peu près 700 mm sur la région de Rennes et il pleut le double dans les monts d'Arrée. On a un ratio très très important entre. C'est pas du tout homogène, on a un gradient très important sur la pluie. Et ces gradients, ils s'aggravent à mesure qu'on regarde les écoulements moyens. Ce ratio de 2 sur la pluviométrie entre l'Est et l'Ouest, en gros, il s'établit à un facteur 5 quand on compare les écoulements, donc les débits moyens annuels de la partie finistérienne ou de la partie britienne. Et il s'aggrave encore au fur et à mesure qu'on regarde des épisodes de plus en plus extrêmes. Et en particulier pour les étiages marqués, on a des ratios extrêmement importants entre les deux côtés de la région. De façon moins marquée, on a également des gradients importants entre le bord de mer et l'intérieur des terres qui est globalement beaucoup plus arbré.
et qui écoule beaucoup plus. Deuxième chose, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je le fais quand même. L'eau qui coule dans les rivières, c'est une fonction pratiquement uniquement de la pluie qui tombe. C'est ce qui est représenté sur ce petit graphique. Ce qui veut dire que quand on est dans un secteur où il tombe 800 mm de pluie par an, eh bien, on peut compter sur des débits qui représentent une équivalence de 200 à 300 mm d'eau, mais pas moins et pas plus. De la même façon, dans les secteurs où il tombe 1100 mm d'eau, eh bien, on peut compter entre un écoulement qui vaut 450 à 600 mm, pas moins et pas plus. C'est vraiment très... La pluie est pratiquement l'unique déterminant des débits moyens. On retrouve donc les gradients que je présentais tout de suite. Les pluies se situent dans la gamme 700-1400 mm, donc un rapport de 2, et les débits s'établissent dans un rapport de 200 à 1000 mm par an, donc un rapport de 5. Au passage, quand on a besoin de faire puisque c'est aussi un des aspects du topo, quand on a besoin de faire des estimations de modules, c'est une très bonne façon de s'y prendre, de faire un ratio, d'utiliser en fait cette loi de correspondance pour estimer les débits moyens d'un cours d'eau, c'est de faire simplement une règle de 3 avec la pluviométrie. Alors, porte ouverte qui me sert aussi à présenter la diapo suivante. Donc là, on voit ce qui coule dans les rivières, et puis là, j'essaye de présenter ce qui ne coule pas, c'est-à-dire tout ce qui ressort de on va dire, la reprise atmosphérique. De ces éléments-là, enfin, de la connaissance de la pluie et des débits, on peut déduire ce qu'on appelle le déficit d'écoulement, qui est en fait une mesure de l'évapotranspiration réelle. Et là, on constate que c'est pas du tout voilé avec la pluie, qui est toujours en abscisse ici. Par contre, on a en quelque sorte un forfait d'eau qui disparaît à l'atmosphère, qui vaut à peu près 550 mm par an. Où qu'on soit, là sur mon petit graphique, il y a des petits cours d'eau, des grands cours d'eau, qui sont plus ou moins réguliers ou plus ou moins tamponnés, qui ont qui sont influencés par des prélèvements ou pas. Dans tous les cas de figure, on a de toute façon une partie de l'eau à peu près constante qui repart à l'atmosphère et qui est considérable. Considérable quand on compare à la volumétrie de la pluie. Quand il pleut 800 mm et qu'on perd 550 ou 600 mm par l'évapotranspiration, ça en laisse plus énormément pour l'écoulement dans les cours d'eau. J'insiste là-dessus parce que dans la perspective des études HMUC, il faut considérer que la reprise atmosphérique est le premier préleveur dans la ressource en eau et loin devant tous les autres. À titre d'exemple, le petit point qui est ici, il correspond à la Vallière, à l'aval de la retenue de la Vallière qui alimente en eau le secteur de Vitré. Le prélèvement en eau net est considérable, hein, ça représente 7 à 800 mm par an, et il n'est pas restitué à la station de mesure. Donc, en quelque sorte, le différentiel, ce qui correspond à ce prélèvement, c'est le différentiel entre la situation du point et puis la moyenne des points du secteur, donc entre 50 et 100 mm, c'est un ordre de grandeur en dessous de la valeur de l'évapotranspiration. Et c'est d'autant plus important ce commentaire-là que dans les
réanalyse que fait Météo France de ces données climatiques, euh, autant sur l'évolution de la pluie, on ne voit pas énormément grand-chose. Par contre, sur l'évolution de l'évapotranspiration, c'est considérable. Depuis 50 ou 60 ans, les chiffres d'évapotranspiration ont augmenté de 50 à 100 mm. Donc c'est ça qui, vraisemblablement, risque de faire le plus mal dans l'évolution du débit des cours d'eau, très, très, très loin devant l'évolution des prélèvements. Olivier? Oui. Oui, je me permets, excuse-moi, faire un petit point timing. Idéalement, Je ne vais pas assez vite. ouais, enfin, non, il faudrait passer à la présentation de Mathieu Boireau d'ici une dizaine de minutes. Je précise juste aux participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y reviendra à la fin du module lors de la discussion générale. D'accord. Voilà, je vais accélérer et je vais passer cette diapo-là qui est de toute façon difficilement lisible, je pense. Voilà. L'hydrologie des cours d'eau bretons est aussi très variée dans le comportement des cours d'eau. En fait, on a des cours d'eau plutôt assez... qui présentent ou non une grande irrégularité. Là, j'ai pris comme exemple 2 cours d'eau qui voient passer la même quantité d'eau annuelle, qui ont des modules comparables, qui est le module qui sont figurés par la petite ligne ici. Et quand on observe la ventilation dans le temps des débits, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des comportements tamponnés comme celui du Guillec, donc le secteur de Morlaix ou Saint-Paul-de-Léon par là, qui a des débits qui fluctuent assez, en bleu, qui fluctuent assez peu autour de sa moyenne, alors que l'Aron, donc c'est le secteur de Grand Fougeray, le sud de Rennes, pour une même quantité d'eau annuelle, a un régime beaucoup plus contrasté, avec des maxis beaucoup plus importants et des minis beaucoup plus importants. Ça, c'est structurel, c'est le fonctionnement du cours d'eau, c'est lié au caractère plus ou moins ruisselant ou plus ou moins absorbant du bassin versant. Et on a c'est très structurant en fait pour le fonctionnement des différents bassins versants. Autre façon de représenter les choses, le deuxième pointillé en bas, ça correspond au 10e du module, critère qu'on utilise pour dans différentes réglementations, notamment pour moduler les prélèvements en eau. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a certains cours d'eau, le Guillec en est un exemple, où même les débits minimums n'atteignent jamais ce 10e du module, alors que des cours d'eau comme l'Aron l'atteignent systématiquement. Ce n'est pas du tout pareil comme mode de fonctionnement. Autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que les séquences les chroniques de débit sont éminemment variables dans le temps aussi. Et pas... Ici, j'ai représenté l'évolution d'un paramètre d'étiage, le VCN30, donc le débit moyen des 30 jours les plus secs, année après année, sur le bassin du Meux, l'ouest de Rennes. Selon les périodes qu'on regarde, eh bien, on n'a pas du tout la même signature hydrologique. En fait, on a des alternances de périodes pluriannuelles plutôt sèches et de périodes pluriannuelles plutôt humides. Voilà, la décennie 70 est plutôt sèche, la décennie 80 plutôt humide, 90 plutôt sèche, pardon, 2000 intermédiaire et la décennie 2010 plutôt sèche. C'est important d'avoir ça à l'esprit quand on fait, comme l'ont fait certains d'entre vous, des analyses de l'évolution des débits.
parce que c'est extrêmement, enfin, les conclusions qu'on peut tirer sont extrêmement dépendantes des périodes auxquelles on regarde. Si on se contente des périodes récentes, donc c'est les mêmes jeux de données, mais figurés avec des petits cerclages rouges, on trouve des tendances très décroissantes. Mais si on regarde sur une autre période, on trouve le contraire. Et quand on regarde sur une période longue, on ne voit pas grand-chose. On a quelque chose qui est à peu près constant. Donc, ce genre d'analyse est extrêmement sensible à la période sur laquelle on la réalise. Alors, je vais tâcher d'aller assez vite là-dessus. Ensuite, donc, vous allez trouver que le réseau de données disponible n'est pas suffisant pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a comme plan B pour essayer d'estimer des débits? La méthode la plus traditionnelle et assez rustique, mais ça ne marche pas forcément si mal que ça, c'est de faire des ratios au prorata des surfaces de bassin versant. Selon la formule qui est exprimée ici, donc on pondère un débit connu par un rapport des surfaces de bassin versant, on cherche à obtenir la donnée, et ça permet une approximation pour reconstituer des séries de débits. Ça a l'avantage de ne pas coûter cher, ça se fait uniquement avec un tableur. Ça ne marche pas trop mal en particulier quand on essaye de subdiviser un sous-bassin versant jaugé pour reconnaître, pour estimer plus exactement les débits de ses affluents ou de ses sous-composants. Et ça marche d'autant mieux que on a pris la précaution de vérifier que on est dans à peu près la même configuration hydrologique, c'est-à-dire qu'il pleut à peu près la même quantité d'eau sur à peu près les mêmes genres de terrain. On peut s'affranchir de ces précautions, mais les performances du calcul diminuent. À titre d'exemple, un essai de ce que ça donne sur un affluent du bassin du Meux, sur lequel on a eu autrefois une station de mesure entre 72 et 80, dont les résultats mesurés sont figurés par les histogrammes gris. Et puis, la reconstitution des débits qu'on peut faire, je ne sais pas si c'est très lisible, mais à travers la courbe bleue que je pointe avec la souris, là, et on a des résultats qui donnent finalement une bonne signature hydrologique. On retrouve bien l'estimation des moyennes mensuelles, c'est pas mal du tout. Les autres courbes, je passe rapidement, c'est que j'ai fait des tests avec différentes choses, notamment des simulations SimFen avec différents paramétrages. Je passe là-dessus si je veux finir. Donc c'est une technique qui marche pas trop mal. Malgré tout, elle a des limites et en particulier, elle a du mal à bien rendre compte des petites valeurs. Les corrélations, elles fonctionnent bien sur les débits moyens et sur les gros débits parce qu'ils sont corrélés à un même facteur générateur qui est la pluie. Et les petits débits qui sont beaucoup moins corrélés à la pluie et qui sont corrélés à d'autres choses, mais qu'on ne sait pas bien évaluer, du coup, la performance du calcul diminue. C'est ce qu'on voit ici avec les discordances entre ce qui est mesuré en orange et ce qui est calculé en bleu. Et en particulier, mais cette remarque-là, je pense, va être valable pour tout ce qui est les essais de modélisation, lorsqu'on essaye de reconstituer des chroniques de débit sur un cours d'eau qui connaît des assecs, et là, ça devient très compliqué parce qu'en règle générale, les stations à partir desquelles on fait les calculs, elles ne connaissent pas ces assecs parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a essayé de les installer plutôt sur l'aval des bassins et notamment parce qu'on préférait être dans des secteurs où on avait de l'eau tout le temps.
la sensibilité aux ASEC est très mal représentée par ces calculs. Ces calculs de coin de table dérivés des ratios de surface de bassin versant. Deuxième famille de techniques qu'on utilise quand on n'a pas de données mesurées, on peut avoir la tentation d'organiser des campagnes de jaugeage. Là, je vais aller assez vite, d'abord parce que je n'ai pas énormément de pratique de ces choses-là, et en plus, ce qu'on a pu essayer, je ne suis pas un fanatique. Le travail pour faire ça, ça demande d'abord d'analyser au préalable le secteur qu'on veut aller jauger, rechercher des analogies entre les différents bassins versants sur lesquels on veut faire des mesures, d'une part, entre eux, et d'autre part, des analogies avec les stations qu'on va choisir comme point de référence. Donc, c'est a priori, ça demande du boulot. C'est ensuite compliqué à organiser parce qu'il faut avoir tout le monde disponible et c'est pas très facile. Certains d'entre vous qui ont sollicité l'Adréal pour faire des campagnes de ce type-là se sont fait pas envoyer promener, mais bref, on a du mal à répondre à cette demande-là. Il n'y a pas beaucoup de bureaux d'études qui offrent cette prestation. C'est soumis à plein d'aléas, notamment les campagnes qu'on a pu faire sur le Douarnenez. On avait prévu 4 campagnes de jaugeage, et ben, il y en a 2 qui sont déroulées après des épisodes pluvieux. Donc voilà, il arrive qu'il pleuve en Bretagne, donc on n'est pas à l'abri de ça. Donc c'est problématique. Et par ailleurs, si on suit les recommandations du CEMAGREF, la densité de jaugeage dont il y a besoin, c'est de l'ordre d'une vingtaine de mesures, et de préférence sur plusieurs années. Donc c'est quand même lourd à organiser. Et faut y penser au préalable. Donc sur le Douarnenez, comme nos campagnes de jaugeage avaient été un peu un guide, on s'est rabattu sur des jeux de données dont disposait localement le PV, et on a essayé d'en faire quelque chose. C'est énormément de boulot. Ça suppose de faire des tas de corrélations multiples pour voir qui ressemble à quoi. C'est compliqué, c'est jamais très satisfaisant quand on essaye de faire des corrélations. Là, on a toujours des discordances sur les bas débits. L'estimation des étiages est très compliquée. Et au final, je ne sais pas si on voit grand-chose sur cette diapo. En gros, c'est un résumé de l'ensemble des coefficients de corrélation qu'on a pu établir sur cet exemple de Douarnenez. Ça marche très mal, enfin très mal, pas bien en tous les cas. On a du mal à avoir des coefficients de corrélation qui dépassent 0,8, ce qui n'est pas terrible. Et en gros, on ne trouve pas vraiment son bonheur en s'y prenant comme ça. Donc c'est sur les débits faibles, donc ceux qui vont vous intéresser, vous, qu'on a le plus de mal à le faire. Et l'autre chose compliquée là-dedans, c'est de reconstituer ce qui se passe entre deux jaugeages. Est-ce que ça t'arrive un peu ou beaucoup? Est-ce qu'il reste de l'eau ou pas? On a énormément de mal à reconstituer ça. Donc finalement, ce n'est que mon avis à moi, mais moi j'ai tendance à penser que c'est pas forcément une très très bonne idée. Et enfin, ou du moins, on est facilement déçu et on repart avec autant de questions qu'on en avait en arrivant. La troisième, puis je vais terminer sur cette diapo-là, la solution après, donc ce qui va vous être présenté dans les topos suivants, tout ce qui relève des modélisations. Donc Pégase et Simfen, j'en parle pas, d'autres vont le faire mieux que moi, mais il existe également des jeux de données produits par le CEMAGREF qui sont des reconstitutions de chroniques de débit entre 1959 et 2016 sur des principes de modélisation un petit peu différents et qui peuvent fournir un dépannage aussi pour produire des données là où il n'y en a pas. J'en dis pas beaucoup plus, d'une part parce que je ne connais pas bien ce jeu de données-là et puis parce que j'ai dépassé mon temps de parole. Et donc dans le
diaporama, il y a quelques références Internet si vous voulez en savoir plus. Et je vais en terminer là. En conclusion, moi, ce que j'ai voulu, enfin, ce que j'avais en arrière-pensée à vous présenter, c'est de relativiser un petit peu, enfin, d'une part, présenter ce qui est disponible, mais aussi en relativisant la qualité de ces données. C'est pas des choses en or massif, les données de débit, y compris celles qui sont dans la banque hydro. Et il faut les utiliser en ayant conscience que c'est pas parfait. Et je pense que je vais rejoindre, anticiper les conclusions qu'on va avoir aussi sur les commentaires qu'on va faire sur les données issues de modélisation. Merci de votre attention.